Je m'appelle Talia. Je ne m'étais jamais attendu à ce que le moment où je me laissais enfin rire dans le jardin de ma propre famille devienne l'instant où tout s'effondrait. Cela s'est produit lors de l'anniversaire de ma mère, chez mes parents, en banlieue de Pennsylvanie. Le jardin était rempli de proches qui ne s'étaient pas vus depuis des mois. Les conversations se chevauchaient, les verres s'entrechoquaient, et je me permettais de me détendre pour la première fois depuis longtemps. Je racontais une petite histoire légère à un petit groupe près de la terrasse. Les gens souriaient, répondaient, se penchaient vers moi. Je me sentais vu, pas comme quelqu'un occupant trop d'espace. C'est alors que ma sœur est arrivée. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle ne m'a pas demandé de baisser la voix. Elle n'a même pas essayé de cacher l'irritation sur son visage. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je parlais trop fort. Avant que je puisse répondre, sa main a frappé ma joue avec assez de force pour que le monde semble s'arrêter une seconde. Les conversations se sont interrompues. Les verres sont restés suspendus en l'air. Mon père a laissé échapper un petit rire. Ma mère a suivi avec un sourire presque satisfait. J'ai entendu les mots clairement, elle l'a mérité. Personne n'avait réalisé que le microphone installé près de la table du gâteau était déjà allumé. Chaque son, chaque mot, chaque souffle avait été enregistré. Si vous croyez que personne ne mérite d'être humilié simplement pour exister, restez avec moi. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que le silence était la première règle dans notre maison. Je ne me souviens pas que quelqu'un l'ait dit directement, mais l'attente pesait autour de moi comme l'air épais de l'été dans notre quartier, lent, lourd et impossible à ignorer. J'étais le genre d'enfant qui parlait quand elle ressentait quelque chose, qui posait des questions, qui riait quand quelque chose était drôle au lieu d'attendre de voir si les autres le trouvaient acceptable. Mes parents ne semblaient pas apprécier cela. Ils ne criaient jamais ni ne me punissaient sévèrement, mais je sentais toujours leur désapprobation, la tension dans leur mâchoire, ou la pause brève avant de me répondre, la subtile suggestion que je devrais m'adoucir pour préserver la paix. Ma sœur Claudia incarnait parfaitement l'atmosphère de notre maison. Elle maîtrisait les sourires discrets, les hochements de tête polis, le ton contrôlé que les adultes louaient comme de la maturité. Si j'exprimais de l'enthousiasme, Claudia restait calme. Si je pleurais, Claudia paraissait composée. Si j'élevais la voix par joie, Claudia la baissait et recevait un compliment pour sa grâce. Je ne pense pas qu'elle agissait par malveillance. Elle avait simplement appris tôt que nos parents récompensaient le silence. Ils voulaient une fille qui reflète une certaine image, une qu'ils pourraient montrer aux proches sans craindre le jugement. Claudia était cette fille. Je ne l'étais pas. Mes parents ne m'ont jamais dit que j'étais trop. Pourtant, je le ressentais à chaque fois que j'entrais dans une pièce. Quand je parlais, les conversations semblaient changer de direction. Quand je riais, les regards se tournaient légèrement. Quand je partageais des idées, on m'encourageait à réfléchir avant de parler, même quand je l'avais déjà fait. Rien de tout cela ne se passait bruyamment. C'était toujours subtil, un sourcil levé ou un soupir bien répété de mon père, un sourire doux mais distant de ma mère. Au dîner d'anniversaire, aux fêtes de famille ou aux événements scolaires, Claudia se tenait à leur côté comme une photographie de tout ce qu'ils voulaient que les autres voient, tandis que je restais juste en dehors du cadre. En grandissant, j'ai commencé à m'apprendre à me faire petite. J'ai appris à adoucir ma voix et à limiter mes réactions. Je répétais mes pensées avant de parler, parfois au point de ne rien dire du tout. Les enseignants disaient à mes parents que j'étais timide et réservé, et mes parents souriaient de satisfaction, croyant que j'avais mûri. En réalité, je m'adaptais simplement pour survivre au climat émotionnel de ma famille. J'apprenais que exister doucement créait moins de remous, et moins de remous signifiait moins de regards déçus. Claudia continuait d'être admirée pour son calme. Elle était louée pour sa capacité à dire les mots juste au bon moment. Lorsque des proches venaient, maman les invitait à regarder Claudia jouer du piano tandis que je devais aider en cuisine. Je me convainquais que me faire discrète était plus facile que de réclamer un espace que personne ne semblait prêt à offrir. Je continuais à me dire que si je pouvais juste être un peu plus silencieuse, un peu plus petite, tout irait bien. Des années plus tard, lorsque j'ai quitté la maison pour l'université, la distance ressemblait à de l'air frais, mais les habitudes apprises dans l'enfance ne disparaissent jamais rapidement. Je continuais à prendre le moins de place possible, même quand personne ne me le demandait. Pourtant, lorsque maman a appelé pour l'anniversaire, son ton indiquait clairement que ma présence n'était pas une suggestion, mais une obligation. Elle n'a pas demandé si je pouvais venir. Elle a simplement dit que je devais être là,
comme si je revenais remplir un rôle que je n'avais jamais demandé à jouer. J'ai accepté sans hésiter, l'ancien réflexe surgissant avant que je puisse l'arrêter. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Le ciel était d'un bleu atténué, suspendu, ni lumineux ni sombre. Plus je m'approchais, plus tout me semblait familier, comme si mon corps connaissait mieux ce chemin que mon esprit ne voulait l'admettre. Je me suis garé devant la maison où j'ai grandi, où la pelouse était toujours impeccablement tondue et le chemin repeint chaque été sans faute. Tout semblait exactement pareil qu'avant, ce qui serra quelque chose dans ma poitrine. La fête se déroulait dans le jardin. Des tables pliantes recouvertes de tissu clair portaient des plateaux de nourriture, des pichets de limonade et un gâteau sous une cloche en plastique, intacte. Les invités se tenaient en petits groupes, parlant avec un rythme agréable, une scène qui paraîtrait chaleureuse et accueillante pour quiconque de l'extérieur. Je me déplaçais avec précaution, consciente de l'espace que j'occupais, du bruit de mes pas sur le sol et de la position de mes mains. Les vieilles habitudes revenaient sans invitation. Claudia circulait dans le jardin avec l'aisance de quelqu'un qui croit que l'événement lui appartient. Elle ajustait les centres de table, parlait aux invités avec politesse et veillait à ce que chaque détail corresponde à ce qu'elle imaginait. Elle n'était pas l'hôtesse, mais sa présence façonnait toute l'atmosphère. Les gens la regardaient comme on regarde naturellement la personne en charge, même si personne ne la désignait officiellement. Son mari Cole se tenait près du bar à boissons, saluant les proches qui venaient à lui. Il avait toujours été aimable d'une manière stable et discrète, sans gaieté forcée, juste des conversations mesurées et un sentiment d'attention silencieuse. Lorsqu'il me vit, il sourit d'une manière sincère, non par obligation. Il demanda comment j'allais, et la question semblait provenir d'un vrai intérêt. Je répondis simplement, sans empressement, mais sans me sentir rejeté. J'essayais de me fondre dans le décor. Je parlais doucement lorsque quelqu'un s'adressait à moi. Je gardais mon rire discret. Pourtant, au fil de l'après-midi, je me suis retrouvé à discuter avec une cousine que je n'avais pas vue depuis des années. Elle raconta une histoire ridicule sur le travail, et l'image qu'elle peignait était si vivante que je ris avant d'y penser. Ce n'était ni fort ni perturbant, juste naturel, un moment de légèreté où je me permettais d'exister sans calcul. Quand je ris, je sentis les yeux de Claudia sur moi. Ce n'était pas dramatique ou évident, juste un petit changement dans son expression, une tension près de sa bouche, un regard assez long pour être ressenti. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. J'ai reconnu le message instantanément. Ce rire occupait trop d'espace. Ce rire lui rappelait la version de moi qu'elle croyait devoir contrôler. Je baissai de nouveau la voix, fis un pas en arrière, me rappelant d'observer l'air autour de moi avant d'y entrer. La conversation continua, mais quelque chose en moi s'était déjà replié. Cole s'approcha à un moment, près de Claudia, sans dire grand-chose. Il observait la pièce avec la même attention silencieuse. Je remarquai ses yeux passer de Claudia à moi comme s'il percevait quelque chose sous la surface. Mais il n'intervint pas. Il ne l'avait jamais fait, et je ne m'y attendais pas. Il existait aux côtés de Claudia, pas dans les couches plus profondes qui nous avaient façonnés avant son arrivée. La soirée avançait avec une politesse fluide et répétée. Pourtant, je sentais la tension monter comme la chaleur derrière une porte close, silencieuse, lourde et attendue. Vers le milieu de la fête, l'atmosphère commença à changer. Les conversations continuaient, les assiettes se remplissaient et la musique jouait à un volume de fond, sans chercher à attirer l'attention. Pourtant, quelque chose changea subtilement dans les interactions. Je le sentis avant même qu'un mot soit prononcé. C'était le même resserrement familier que j'avais appris à reconnaître depuis longtemps, la sensation que ma présence touchait des limites invisibles. Je me retrouvais à raconter une petite histoire près de la terrasse. Ce n'était ni dramatique ni destiné à attirer l'attention, juste un souvenir d'un événement universitaire, quelque chose d'innocent qui m'avait fait rire plus tôt dans la semaine. Les gens autour de moi répondirent gentiment. Leurs épaules se détendirent, leurs visages s'adoucirent, et le rire surgit naturellement, sans aucune prétention. Pendant un instant, j'oubliai de me surveiller. Claudia s'approcha du groupe, sans toutefois s'y joindre, se tenant légèrement de biais, écoutant tout en faisant semblant de ne pas écouter. Son expression changeait peu, mais son attention se manifestait dans le coin de ses yeux. Elle attendit que j'aie fini ma phrase avant de faire un pas en avant, non pas pour contribuer, mais pour rediriger. Elle corrigea un détail mineur qui importait peu, puis changea le sujet pour quelque chose qu'elle jugeait plus approprié, se positionnant ainsi comme la personne guidant le flux de la conversation. Je reculai légèrement pour lui laisser de l'espace.
Je ne voulais pas la défier. Je me répétais qu'il était plus simple de la laisser occuper le centre, rôle qu'elle avait toujours pris. Mais quelqu'un me posa une question directement, liée à l'histoire que j'avais commencée. Je répondis simplement, et la réponse provoqua un autre rire, petit, chaleureux, spontané. Les yeux de Claudia croisèrent les miens. Il n'y avait aucune colère ouverte, seulement la froide acuité de quelqu'un qui se sentait sapé. Elle me parla sur un ton doux qui ne correspondait pas au message sous-jacent, me reprochant de m'emballer à nouveau, la même phrase qui m'avait poursuivi toute mon enfance. Je répondis calmement que je ne pensais pas que c'était le cas. Ces mots, posés et mesurés, exemples de défi, furent pour Claudia une offense, elle y vit non pas la paix, mais une performance, convaincue que je tentais de paraître maîtresse de moi-même pour la rendre déraisonnable. Le moment s'étira, petit, presque invisible aux autres, mais suffisamment lourd pour changer l'air. Elle s'approcha trop près pour une interaction normale, sa voix baissant mais pas assez pour passer inaperçue, me reprochant toujours d'attirer l'attention, de perturber l'atmosphère, de ne pouvoir exister sans tout ramener à moi. Avant que je puisse répondre, sa main frappa ma joue. Le contact fut net, précis et définitif, le bruit perçant le silence des conversations et captivant l'attention de tous. Mon visage brûlait, mais je ne le touchais pas. Je restais immobile. Mon père laissa échapper un petit rire, ma mère sourit d'une satisfaction plus pénétrante que la gifle elle-même. Elle déclara que je l'avais mérité, et mon père acquiesça sans hésitation. Personne ne se rendit compte que le micro placé près de la petite estrade improvisée était déjà allumé, captant tous les sons via le système de haut-parleurs portable, la gifle, la voix de ma mère, l'approbation de mon père, répercutée dans le jardin silencieux. Je n'essayais pas de m'expliquer ni de me défendre, je laissais simplement le moment exister tel qu'il s'était produit. La vérité s'était exprimée sans que je dise un mot. Je quittais le jardin et me tenais seul sous le porche couvert. L'air me semblait dense, non pas à cause des larmes ou de l'humiliation, mais de l'effort pour rester stable. Je me concentrais sur ma respiration, lente et silencieuse, afin que personne ne puisse dire que je faisais une scène ou cherchais de la sympathie. J'avais appris que le calme était le seul bouclier que je possédais réellement dans cette maison. Des pas s'approchèrent derrière moi, mais je ne me retournai pas, craignant que ce soit Claudia prête à finir ce qu'elle avait commencé. Au lieu de cela, j'entendis une voix familière, douce, me serrant la gorge, c'était mon cousin Jamie, toujours celui qui observait plutôt que participait, qui écoutait plutôt que jugeait. Il se plaça à mes côtés sans chercher l'attention, presque comme s'il avait répété pour occuper le moins d'espace émotionnel possible. Il me dit que le micro avait été allumé tout le temps, captant chaque mot, chaque souffle, chaque impact, non pour exposer qui que ce soit, mais parce que, on ne croirait personne si c'était ta parole contre la sienne. La phrase se posa sur ma poitrine avec un poids étrange, ce n'était pas de la douleur, mais de la reconnaissance, quelqu'un m'avait vu, vraiment vu, pour la première fois depuis des années. Jem me tendit le téléphone, j'écoutais l'enregistrement une fois, les rires faisaient plus mal que la gifle, le silence qui suivait ressemblait à quelque chose qui se brisait. Je remerciai Jamie, qui ne proposa ni consolation ni pitié, hochant simplement la tête, le calme étant nécessaire plutôt que la réaction. Il retourna dans le jardin non pour me défendre, mais pour maintenir la neutralité qui le protégeait. Je compris trop bien pour en vouloir. Je marchai vers ma voiture, sans regarder en arrière, sans dire au revoir, personne ne remarqua ou ne s'en soucia suffisamment pour appeler. La route quittant cette maison me parut familière, comme les dizaines de départs silencieux de mon enfance. Mais cette fois, quelque chose était différent, je ne fuyais pas le conflit, je partais avec la vérité dans ma poche. Je conduisis jusqu'à l'appartement de ma meilleure amie, Maya, qui ouvrit la porte avant que je frappe, comme si elle savait déjà. Elle ne demanda rien, je m'assis sur son canapé. Elle attendit que ma respiration se régularise, sans geste dramatique, sans promesse de vengeance, sans sympathie excessive, simplement existant à mes côtés, me rappelant que je n'avais pas perdu ma voix. Quand je lui racontais, elle écouta avec une immobilité qui rendait chaque mot plus lourd et réel. Je lui fis écouter l'enregistrement, à la fin, elle ne soupira pas, ne maudit pas ma famille, elle me regarda longuement et dit d'une voix ferme, « À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de te rétrécir. » Ces mots ne me consolèrent pas, ils me restructurèrent. Je m'adossai, tenant le téléphone à deux mains, la preuve était réelle, le moment était réel, le choix m'appartenait désormais. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme un enfant caché derrière une version plus calme de moi-même, mais comme quelqu'un au bord de quelque chose d'indicible mais nécessaire. Je ne reviendrai pas. Quelques jours plus tard,
j'écoutais l'enregistrement, que j'avais évité pensant qu'il ne rappelait que la brûlure sur ma joue. La douleur n'était pas seulement physique. Dans les rires du jardin, dans les petites remarques glissées sous la surface de chaque interaction, j'entendis le changement subtil du ton de Claudia chaque fois que je parlais, la patience qui s'amincissait, l'amusement discret de ma mère, l'approbation déguisée en humour de mon père. Puis vint la gifle, presque douce comparée à ce qui suivit, les mots tranchèrent le plus profondément. L'enregistrement captura le moment où ma mère dit que je l'avais mérité, avec une voix claire et impassible, comme si le jugement avait été formé bien avant cet après-midi. Les rires qui suivirent semblaient familiers, échos de mon enfance. Je restai immobile, ne pleurais pas, à peine bougé, réalisant que je ne réagissais pas à un événement isolé, mais à un schéma qui avait façonné chaque silence de ma vie. J'avais passé des années à me réduire pour ne pas être un problème, parlant doucement, mesurant mes mots, ajustant mon rire, attendant une approbation qui n'arrivait jamais. Claudia ne m'avait pas giflé parce que j'étais bruyante, mais parce que mon existence devait toujours être contenue. L'enregistrement m'obligea à voir que les règles avaient été établies bien avant que nous les comprenions. Claudia pouvait être au centre, moi, on attendait que je disparaisse. Le lendemain matin, Claudia envoya un message ne mentionnant ni la gifle ni la phrase cruelle, espérant que j'avais réfléchi à mon comportement et que je pourrais revenir dans l'espace familial avec maturité, un message reversé, sûr que les autres soutiendraient sa version de la vérité. Quelques heures plus tard, ma mère envoya aussi un SMS, parlant de préserver la paix et d'éviter l'embarras, sans jamais évoquer le mal causé. Je restai plusieurs minutes à regarder les messages avant de verrouiller mon téléphone, ne répondant pas, n'expliquant rien, ne défendant pas mon caractère, choisissant le silence qui, pour la première fois, m'appartenait entièrement. Cette semaine-là, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Lors de la première séance, j'ai expliqué que j'avais l'impression de vivre dans une pièce où l'air manquait. Elle a écouté sans tirer de conclusions hâtives. Elle m'a dit que j'avais appris à survivre en devenant invisible et que désapprendre cela demanderait de la patience. Elle n'a ni encouragé la confrontation ni la réconciliation. Elle a encouragé la présence. Elle m'a demandé d'écouter le son de ma voix lorsque je ne me préparais pas à encaisser un coup. Dans les jours qui ont suivi, j'ai compris à quel point je m'étais porté comme un poids. J'ai commencé à pratiquer de petits gestes d'expansion, parler sans attendre la permission, rire sans surveiller le volume, m'autoriser à exister sans m'excuser. Je n'ai pas répondu à Claudia ni à maman. L'absence de réponse résonnait plus fort que n'importe quelle explication écrite. Je n'avais pas besoin de discuter, ni de me justifier. Mon silence n'était plus celui qu'on m'avait imposé, mais celui que je choisissais. La semaine suivante, l'enregistrement a commencé à circuler dans la famille élargie. Je ne l'avais envoyé à personne. Jem me l'avait donné seulement à moi et Maya avait totalement respecté mon espace. Pourtant, les familles possèdent leurs propres systèmes circulatoires invisibles faits de murmures, de discussions de groupe et de l'urgence subtile d'un jugement partagé. Une cousine l'a transmis à une autre, puis une tante éloignée l'a demandé, et en quelques jours, presque toute la famille l'avait entendu. Je n'ai pas suivi sa trajectoire, j'en ai seulement vu les effets. Le groupe familial est d'abord devenu étrangement silencieux, là où régnait autrefois une chaleur de façade. Puis des messages individuels sont arrivés. Certains se sont excusés, bien que leurs excuses ressemblent davantage à des confessions hésitantes. Une cousine a écrit qu'elle avait toujours senti que Claudia prenait toute la place dans une pièce, mais qu'elle n'avait jamais osé le dire. Une autre se souvenait qu'on me demandait de baisser la voix à chaque repas de fête, même quand je parlais à peine. Ce n'étaient pas des révélations, mais des vérités que l'on évitait depuis des années. Les entendre m'a offert une forme étrange de validation, non pas du réconfort, mais de la reconnaissance. Cole, le mari de Claudia, n'a pas écrit au début. Son silence était différent. Dans l'enregistrement, on l'entendait à peine. Il n'avait pas ri, il n'était pas intervenu, il était resté entre neutralité et distance. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué des changements subtils sur les réseaux sociaux, il avait cessé de publier des photos où apparaissait Claudia. Des membres de la famille ont mentionné qu'il restait plus longtemps au travail, rentrait tard, évitait les projets communs. J'ai entendu ces choses de seconde main, mais elles correspondaient à ce que j'avais toujours senti. Cole avait toujours été gentil d'une manière discrète et constante. Il ne m'avait jamais demandé de baisser la voix, ne m'avait jamais regardé avec la patience épuisée de Claudia. Son silence n'était pas de l'évitement, c'était de la considération. Mes parents ont réagi différemment. Quand les gens ont commencé à poser des questions, ils n'ont pas réfléchi, ils ont riposté.
Maman m'a appelé la première, disant que je l'avais embarrassée et brisé l'unité de la famille. Elle n'a pas mentionné la gifle, ni ses propres paroles dans l'enregistrement. Elle a dit que je l'avais manqué de respect en laissant les autres interpréter sans contexte. Papa a suivi dans la soirée, avec une voix ferme comme s'il pouvait encore régler cela par l'autorité. Il a dit que les familles devaient accepter les imperfections et pardonner sans s'attarder sur les erreurs. Il a affirmé que mon refus de revenir sur le groupe était cruel. J'ai écouté sans répondre. Je sentais l'instinct familier de me défendre, d'expliquer, d'adoucir la vérité pour qu'ils puissent la digérer. Je l'ai laissé passer. Ils ont insisté que mon silence était le problème, que j'étais celle qui brisait la famille. J'ai compris alors que c'était le script sur lequel ils avaient toujours compté, si je me faisais petite, tout restait lisse, si je prenais la moindre place, je devenais une menace. Ce schéma n'était pas nouveau. Ce qu'il était, c'est que je ne l'acceptais plus. Je n'ai pas discuté, ni présenté d'excuses, ni expliqué que je n'avais pas partagé l'enregistrement. J'ai simplement dit que j'avais besoin d'espace. Maman a dit que l'espace était égoïste. Papa a dit que c'était dramatique. J'ai dit au revoir et j'ai mis fin à l'appel. Les jours suivants ont été étrangement calmes, non pas vides, mais paisibles d'une manière que je n'avais jamais connue dans ma famille. Je suis allé en thérapie et j'ai commencé à remarquer comment mon corps réagissait lorsque je me permettais de parler sans retenue. J'ai dormi sans tension dans les épaules. J'ai ri sans vérifier le volume. J'ai compris que les conséquences en cours ne m'appartenaient plus. Elles appartenaient à la vérité enfin révélée. On m'avait toujours dit que le silence préservait la paix. Désormais, il était la ligne qui me protégeait. Un mois plus tard, j'ai reçu un message de Cole. Bref, prudent, disant qu'il voulait me parler seul, que ce n'était ni pour Claudia ni pour mes parents, et que je pouvais refuser. J'ai accepté parce que je ne réagissais plus ni par culpabilité ni par colère, je voulais simplement une fermeture. Nous nous sommes rencontrés dans un café calme derrière une rangée de vieilles maisons. Il m'attendait déjà, légèrement voûté, les mains autour d'une tasse froide, le visage fatigué comme si le poids qu'il portait s'était enfin déposé là où il pouvait le sentir. Dès que je me suis assise, il n'a pas perdu de temps avec les politesses. Sa voix était stable mais traversée de regrets. Il a commencé par des excuses qui ne cherchaient pas à se justifier. Il a dit qu'il avait écouté l'enregistrement plusieurs fois, assez pour que le ton de chaque mot s'imprime en lui. Il a compris que ce qui s'était passé ce jour-là n'était pas un éclat soudain, mais la surface visible d'un problème de longue date. Il a admis qu'il l'avait déjà vu, pas en public comme ce jour-là, mais dans des moments plus petits qu'il avait qualifiés d'inoffensifs. Il s'était répété que les frères et sœurs se taquinent, que les familles sont compliquées, que ce n'était pas à lui d'intervenir. Il comprenait maintenant que son silence avait un sens, il donnait la permission. Il a dit qu'il ne pouvait plus défendre la vie qu'il menait. Il avait parlé à un avocat. Il se séparait de Claudia. Sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux portaient une solitude née du constat qu'il était resté trop longtemps dans un endroit où il n'avait jamais vraiment eu sa place. J'ai écouté sans chercher de justification ni offrir de réconfort. Quand il a terminé, je lui ai dit que je n'étais plus en colère. La colère exige un lien, et le mien avait cessé. Je lui ai dit apprécier son honnêteté, mais qu'elle ne changeait rien à ce dont j'avais besoin pour ma propre vie. Je lui ai dit que, désormais, je ne me considérais plus comme membre de cette famille. Je ne partais pas par protestation, je sortais parce que je me souvenais enfin que j'avais le droit d'exister sans permission. Après ce jour-là, j'ai bloqué Claudia et mes parents. Pas de message d'adieu, pas de scène, juste le silence, net et complet. J'ai déménagé dans une ville côtière où les matins sentent le sel et où l'horizon semble assez vaste pour un commencement. J'ai rempli mon foyer de musique, de lumière et du son de ma propre voix, parler doucement. J'ai appris la forme de la paix, non pas comme quelque chose à gagner, mais à reconquérir. Je n'ai rien gagné, je suis simplement parti, et cela suffisait. Personne n'a l'obligation de se rapetisser pour que quelqu'un d'autre se sente important. Parfois, la seule façon de protéger sa dignité est de quitter les lieux qui vous ont appris à cacher votre voix. Guérir n'est pas toujours bruyant ou dramatique, cela peut être le refus calme de revenir vers ceux qui vous ont diminué. Lâcher prise peut ressembler à une perte, mais souvent, ce n'est que libérer ce qui n'a jamais été de l'amour. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Votre présence compte. Je veux vous demander quelque chose sincèrement, si vous étiez à ma place, garderiez-vous le silence pour préserver l'harmonie ou parleriez-vous et partiriez-vous pour protéger votre valeur personnelle?
Il n'y a pas de réponse facile et chacun porte sa propre histoire. Partagez vos pensées. Votre voix mérite de l'espace.